Table ronde, rencontre Ever 2021. Intelligence énergétique, territoire et mobilité durable, contexte et ambition, modéré par Jacques Buchet. Mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à cette 16e édition d'Ever Monaco 2021. Donc, ces rencontres sont l'opportunité de la convergence entre la mobilité durable, les ENR, l'efficience énergétique et les territoires. Et Ever est bien le lien de partage, de réalisation, d'essais, d'études et d'échanges permettant à chacun d'entre nous d'apprécier les progrès dans la transition énergétique et écologique. Cette année, le terme d'intelligence énergétique a été mis en avant comme un catalyseur de cette transition et chacun des intervenants illustrera son interprétation. Mais il est évident, à la lumière de la situation sanitaire mondiale actuelle et de la situation climatique, par leur remise en question des équilibres mondiaux, que l'intelligence humaine doit apporter des solutions nouvelles dans la résolution des problèmes posés pour atteindre une neutralité carbone à une échéance, on l'espère, pas trop éloignée, de quelques dizaines d'années. Cela nécessite de nombreux changements dans nos habitudes de vie, nos comportements, dans la maîtrise de nouvelles solutions technologiques. Et je remercie donc chaleureusement par avance tous les intervenants, plus d'une trentaine sur 2 jours, qui vont se succéder dans le respect des règles sanitaires actuelles et qui ont contribué à la réalisation de ce beau programme. 3 mots-clés qui résument cette première journée: adaptation, connexion, harmonisation. Je passe la parole maintenant à Christophe Bonnery, qui est le président donc, de l'Association internationale des économistes de l'énergie. Mesdames et messieurs, bonjour. Donc, vous venez de le constater, les précautions sanitaires nous imposent quelques petits aménagements de notre programme. Bon, donc, je suis Christophe Bonnery, le président de l'Association internationale des économistes de l'énergie. Et nous avons décidé de rééditer notre partenariat cette année avec Ever Monaco 2021. C'est un événement important pour nous, pour l'ensemble de la mobilité et du développement des énergies renouvelables et de la coordination de l'ensemble de ces éléments. Cette conférence est organisée en collaboration avec les partenaires que vous voyez sur l'écran, donc la FNCCR, le syndicat des énergies renouvelables, qui vont tous s'exprimer dans quelques instants, l'AVER France et la Chambre de commerce et d'industrie de Nice-Côte d'Azur. Je remercie d'abord le gouvernement de Monaco de nous accueillir dans cette enceinte très confortable et dans un cadre météorologique extrêmement agréable, je dois le reconnaître. Petit élément de logistique, pour ceux qui veulent faire partager à leur réseau et à leurs amis cet événement, il y a un lien Twitter que vous pouvez utiliser, que vous voyez sur l'écran, c'est FR comme France, _AEE, Association des économistes de l'énergie, FRAE. N'hésitez pas, ne vous en privez pas et partagez avec tous ceux que vous voudrez, parce qu'il y aura beaucoup de bonnes idées à retirer de cet événement. Je voulais également commenter le titre de cette conférence. L'année dernière, nous avions organisé une conférence dont le titre était « Territoire à énergie positive et mobilité durable ». On a complété cette fois-ci en rajoutant intelligence énergétique, parce qu'on cherche à utiliser l'intelligence énergétique comme un grain de sable un grain de sel qui va aider à donner de la tonalité et de la teneur au développement des territoires et à la mobilité durable en même temps. Je passe au slide suivant. Donc ce slide énumère l'ensemble des sessions que nous allons tenir pendant ces 2 jours de table ronde. Nous allons entendre dans quelques minutes le représentant de Fatih Birol, directeur général de l'association de l'Agence internationale de l'énergie, qui va faire un keynote qui va détailler la situation énergétique mondiale et les impacts du Covid dans ce contexte. Cette présentation va être en anglais, donc je vous demande de prêter l'oreille et si nous avons le temps derrière cette présentation, nous aurons un petit échange avec l'Association internationale de l'énergie. Et puis nous aborderons les sessions que vous avez sur l'écran. La première, au-delà du concept de smart energy, donc tout ce qui est smart city, smart meter, smart grid, smart tout ce qu'on veut, smart consumer,
L'idée, c'est de dire en quoi l'intelligence énergétique peut aider l'adaptation des territoires au contexte nouveau, et le Covid a joué un rôle de tourbillon dans cette affaire. Comment l'intelligence énergétique peut permettre de connecter entre eux des territoires qui sont isolés ou moins isolés et d'harmoniser leur dynamique. La deuxième session va permettre de réfléchir au lien entre à l'apport que peut avoir l'intelligence énergétique dans les progrès d'efficience énergétique, mais aussi de la mobilité durable. Et puis, nous verrons dans la troisième session comment, ensemble, les ENR et les énergies renouvelables et la mobilité durable peuvent mieux fonctionner, s'interpénétrer, si je peux dire, grâce à l'intelligence énergétique. Ensuite, nous aborderons la question de la ville durable et de voir comment l'intelligence énergétique favorise son développement. Et puis, nous profiterons d'être au bord de la mer pour avoir une réflexion sur la gestion des portuaires durables avec une session qui clôturera cette journée. Demain, nous parlerons de l'impact du déploiement de la mobilité durable et des réseaux et de la gouvernance qu'il faut pour s'y adapter. On ne serait pas complet si on ne traitait pas des questions de financement et de communication. Et la communication est importante, on le sait, bien sûr, dans les énergies renouvelables, dans la mobilité durable et également pour les questionnements que pose l'intelligence énergétique et la gestion du big data. Et puis, avant de conclure, on abordera la question des conditions de développement des technologies et de mise en œuvre des politiques énergétiques associées. Voilà, j'ai terminé pour la présentation de ces deux journées. Je voulais juste donner un petit message relatif à ce qu'est notre association. L'association que je représente, j'essaie de le trouver. Voilà, l'association est une institution internationale qui est basée aux États-Unis, dont j'assure la présidence depuis 2019. Elle comprend 4000 membres dans 110 pays. Nous avons 29 filiales disséminées sur la planète, la plus grande étant celle des États-Unis qui comprend 800 membres. La deuxième par ordre de décroissance est la France, que je préside également, et puis des associations par ordre de décroissance de l'effectif au Royaume-Uni, en Italie, en Suède, en Allemagne et au Nigeria. Nous avons également une mission, je dirais que même 3 missions, comme vous le voyez sur ce graphique. L'une des missions, c'est de favoriser le flux d'échange d'informations sur les questions énergétiques entre nos membres. Nous avons également comme mission l'ambition de stimuler la recherche de haut niveau également, et de former et d'éduquer non seulement les étudiants, mais également les professionnels au concept énergétique. Pour ce faire, nous avons des publications. Nous publions 3 publications internationales. Nous organisons des conférences. Alors, le format des conférences a évolué du fait du Covid, mais nous sommes extrêmement flexibles dans cette dimension. Et puis, nous animons un réseau parmi nos 4000 membres d'interaction et nous stimulons les échanges entre nos membres. Parmi les revues que nous publions, The Energy Journal, qui est une revue à comité de lecture, donc tous les articles qui sont publiés dans cette revue sont soumis à la revue par nos pairs, avec ce qu'on appelle dans le jargon de notre métier d'économiste un impact factor, c'est-à-dire le nombre de fois où chaque article est cité dans le monde, de l'ordre de 2700. C'est-à-dire vous publiez un article dans cette revue, il sera lu en moyenne 2700 fois et cité 2700 fois dans le monde. Donc c'est une revue qui permet qui est extrêmement utile lorsqu'on veut implémenter une politique énergétique pour s'appuyer sur les conclusions de ces revues pour appliquer des mesures. Donc ça, c'est The Energy Journal. Il y en a une autre qui s'appelle, en français, politique économie de l'énergie, et politique environnementale, également avec un peer review, et puis une newsletter qui traite des questions d'actualité, qui est publiée tous les trimestres.
Nous organisons également des conférences et nous accueillons à bras ouverts les étudiants en leur facilitant l'accès et leur montée en compétences dans le monde professionnel. Voilà, je vais arrêter aujourd'hui sur cette présentation. Demain, je vous ferai un petit exposé sur les conditions du succès pour le développement des territoires, de la mobilité durable et de l'intelligence énergétique selon les économistes. Quel est notre point de vue? Je vais passer tout de suite la parole à notre keynote speaker qui est Tom House, qui est directeur de l'environnement de l'AIE. Je cherche son nom, voilà. Voilà, Tom House, directeur de la division environnement à l'Agence internationale de l'énergie. Tom, are you listening? Can you hear us? I can indeed. I will give you the floor now. Very good. Thank you very much, and good morning to you all. Thank you for the chance to help set the scene this morning. I'm sorry I cannot be with you there in sunny Monaco, but I will do my best to set a sunny scene, to look at the nature of current and future intelligent energy systems. I hope you can see my presentation. That's right. Thank you. That's fine. Very good. So, to start with, COVID is affecting us all in different ways. And we know that it caused a dip in emissions. We have estimates of this for some 4 to 6%, but we also know that, like every other time in history, there will be a rebound. And this, from the IEA's modeling, this STEPS scenario is a stated policies scenario. And this is what we would expect given the current policies of today to have been announced with no recent change. And as you can see, there is a dip, but there is a rebound. And yet, we need to get down to a much more sustainable level of emissions of greenhouse gases and CO2. So there is a large gap, a large fork between where our current policies are taking us and where we need to get to. There has been some more recent attempts to fill in some of this gap. So we see here that there are already quite a lot of net zero pledges to start reducing emissions. And given that China is so big, we also have a big expectation from China's announcement of net zero emissions. They aim for carbon neutrality by 2060. But this is a big jump. But there is still the grey area, it's still unknown. Now that would be to get us to a sustainable pathway by 2070, but increasingly governments around the world are talking of a sustainable pathway for 2050, net zero by 2050 becoming common. And that is even more demanding. So we have quite some way to go, a large number of policies will be needed to get to this stage, and that we have also explored. So again, this is the fork which the gap that we need to fill. But there are a range of different policies covering efficiency, renewables and clean energy, fuel switching, CCUS and others, which can deliver on all of this. So I think a key finding from coming out of the IEA is that there is a technology, at least in its primary form today. Maybe it's a demonstration technology, it's an embryonic stage, but there are all these technologies covering all the different sectors listed here, which can deliver on filling this gap, and delivering us onto a sustainable pathway. Now, that was the story already just before COVID, but then COVID happened, and we saw the drop in emissions. This was welcome at the time. It's one consequence that's positive out of all the negative things that came out of COVID. But as I said, we know that a rebound will happen. And to avoid the rebound, we need to use the billions that's being deployed and invested through our sustainable recovery packages around the world to ensure that we have green sustainable recoveries. And so we avoid the rebound such as this yellow sector. And instead, with sustainable recoveries around the world, we can actually aim to continue the trajectory down and with ambitious measures
to ensure that sustainable recoveries cause a peak in emissions and carry on reducing greenhouse gas emissions to put us on a sustainable path toward Paris. So that's what we wanted to see. But the trend in the pure data which the IEA collects is not telling a particularly encouraging story. Here we see the different rebounds over history, the different annual changes. And indeed, in 2021 already, we see that we're having a rebound which is second only to the financial crisis of 2008-9. So indeed, the rebound is already with us, even if the consequences of COVID are still disrupting our economies and industries. The rebound has started. It started in the countries perhaps you would, well, some of the countries you would expect, notably China, has already had a positive growth in emissions even since April last year. So the rebound is happening. As always, we are seeing a strong growth in the developing world, in the emerging economies, rather than in the industrialized economies. But even in the industrialized economies, the pickup is coming. The US is still below its earlier monthly emissions, but it too is on an upward trajectory. So this is not the trend we want to see, it's not the trend we need to see. So the message is that there is still a lot to be done to ensure that investments are made in a green, clean tech, sustainable recovery manner. So now I turn to the nature of those investments that we need to see. When we look at our different scenarios, we see that this is the nature of the different splits in energy investment over the years. The most current in 2019, of course, dominated by fuel supply, because our energy system is still dominated by fossil fuel consumption, and power is less. We see the dip that happened in 2020, so we had a reduction overall in energy investment, which in itself is worrying. It's because the declining investment is partly related to fuel supply, but it is also related to power supply. So the decline in investment in grid, in clean tech, not in renewable per se. But if that's the trend, we can see from these different other scenarios here, we put up both where we go with current policies of the STEP scenario, the delayed recovery scenario, and also the sustainable recovery scenario. And there you see that not only does the investment needed grow overall, these are estimates of annual investment needed between 2025 and 2030. We not only see a growth overall, but a shift in the nature of the capital investment needed, away from upstream fuel supply issues, and much more about power, about the electricity grid, and about growth in renewables or low carbon other forms of electricity. Shift in growing electrification coming from change to a sustainable energy mix. So that's the highlight, the headline of the scale of the investment needed. We're talking almost $2,000 billion needed on an annual basis for investment for the next decade. So that's the scale of it, and then it's a question of where it will come from. And of course, as with today, the large bulk of energy sector investment comes from the private sector. But in terms of this transformation of the energy sector, all sectors and all stakeholders will be a necessary part of delivering on the investment. Firstly, there's the question of the role of companies there. There's a vast amount of innovation and intelligent technology needed to ensure that our energy system transforms into an intelligent, low-carbon, sustainable energy sector. Whether it's improvements in energy efficiency, new technologies, greater investment and cost reductions in batteries, in electrolyzers, the growth of hydrogen as a fuel. All of these are areas which can be expanded by the corporate sector, by industry. To take hydrogen as an example, that needs to grow from tiny quantity today to 40 megatons by 2030. Then there's the more direct role that citizens can play in all of this investment story. Citizens invest in new cars,
We invest in our homes, in our recycling patterns, in our transport patterns, whether we're walking, whether we're cycling, or whether we're simply interacting through Zoom and computer virtual meetings. So there's a role there for citizens to play. And just to take the example of electric cars, we need to grow from a reasonable but a small fraction still of 2.5 million car sales to up to 50 million car sales by 2030. So again, the scale is great, and it's requiring a change in perspective and in investment patterns from companies and from citizens, and thirdly, from governments. And the finance behind all of this has to enter into all the different sectors that we're talking about. And indeed, we're seeing already a significant transformation in the attitudes of the financial sector, whether it's stimulated by things like the EU taxonomy for sustainable finance, or from the demands of sovereign wealth funds or from pension funds to start switching towards clean technologies. The attitudes of the financial sector are changing. And with that, we're seeing a greater availability of capital, particularly in the developed world, in the OECD countries, where cost of capital have fallen and are still quite low. We're seeing a greater investment in innovation, in novel technologies, improvements in bankability of efficiency investments, for instance. So there's a growing understanding of the financial sector that is helping to take forward a growth in clean energy finance. So those all three sectors will be playing their role in the coming decade, and government clearly needs to be stimulating all of this. So in that sense, the scale is great. We mentioned the growth to 1.6 trillion investment just in clean electricity sector alone by 2030. And all of that needs policies that will be shaped by the government, as well as by the growing interest and informed investment decisions of the investment sector itself, the finance sector, citizens, and companies themselves. But where in this intelligent new world will all of this investment go? Well, just to take a look, to flag up the importance of innovation in this whole story. Just to recall that at the moment, there is a lot of innovation going on. It's never, ever enough. And at the moment, it's concentrated in, if you like, the more known technologies, in renewables, different aspects of renewables, but renewables overall, and in the nuclear sector. There's a growing fraction of investment in new materials and developing greater architectural designs to improve energy efficiency in buildings. And there are some investments in critical issues such as storage and smart grids, CCUS, bioenergy, and growing in hydrogen. But overall, the message continues to be one that to reach the scale of investments needed, and to deploy and to scale up the innovative technologies that exist only in demonstration form or in embryonic form today, the scale is great in terms of what is needed. So whether it's from corporates investing to the finance sector investing, to citizens themselves investing, or everything being steered by government investment, the scale is great, and it's these novel technologies which we really need to start deploying. So that pattern of the small impact of COVID on our energy system and on our emissions, the growing need, the major need for investment in multiple technologies from multiple partners around the world, and just the scale of this, these are the key messages that the IEA conveys in its analysis and in its messaging. And indeed, we've had some success in bringing the world together to talk about these things. We had a net zero summit together with the COP26 presidency. So the IEA is really taking a role in taking the message from its traditional clientele, if you like, of the energy sector, energy ministers, the energy companies, and energy consumers, and bringing that together with the world of climate, the world of COP26,
the UN, and so on. And with this summit, we really are hammering home the message that the world is growing to focus on net zero emissions. As you saw right at the beginning of my presentation, that's the near sustainable development and reaching Paris goals by 2070. We're trying to get to net zero by 2050, then the scale of ambition is another order of magnitude. And this was the message that we took to this summit, and we had 40 ministers, energy and climate ministers from around the world, focusing on this need to change the nature of our energy systems, to change the technologies that we use, and to change the investment patterns that underlie that transformation. And in that sense, we've a growing number of countries signing up to 7 key principles. And I think there are 21 countries at the moment who've signed up to the need to deliver on net zero by 2050, and partly to set the goals. So I think there are now 44 or more countries who have net zero goals and net zero ambitions for mid-century. But targets, ambitious and impressive and useful as a long-term marker that they are, because what most relevant today perhaps is the EU's ambition to reach 55% emissions reductions by 2030 and to deliver net zero emissions by 2050. These goals need implementation. They need concrete measures underlying them. So again, the 7 key principles of the I focus on not only the long-term vision, it is a necessary part in setting the framework to convince industry, to convince developers, to convince financiers that this is definitely the direction we're headed. That vision is necessary, but we also need to see the measures being implemented in the next 3 years. We need to see the reforms either through regulatory measures or through fiscal incentives, whether that's subsidy regimes for the development of renewables or for the development of CCUS, the hydrogen and so on, or through other fiscal incentives such as carbon tax regimes or indeed emissions trading regimes. We now have we've reached a significant 50 euro per tonne of CO2 in the European ETS just today. So these kinds of signals are a necessary part in building up the certainty for industry and for financiers that there is no going back, that we are really headed on this path, and there is no deviation from this path. We need the regulatory measures, whether that's in fuel quality standards, in vehicle standards, or in support, to roll out novel technologies which are only demonstration from today, to scale those up, and to ensure that we're delivering on the intelligent system of tomorrow, whether that's on the grid side, in growing electrification, through CCUS, or through novel fuels such as synthetic and green and blue hydrogen. So these are the messages of the IEA. I think they affect both the management of the energy system, but more broadly our economies overall, and indeed the investment decisions that we are taking both at the corporate level, at the household level, and at the governmental level. So those are the overarching messages of the IEA. We take these to our government members, and we certainly will be taking them to COP26 in Glasgow later in the year. With that, I hope I've set the scene. The ambitions are high, but the need to start action and implementation is very, very urgent. Thank you very much. Thank you very much, Tom. If you allow me, I will summarize and give the main takeaway of your speech in French to our audience. And I will take 1 or 2 questions if there is a question. So I switch to French, but I guess that you are completely fluent in French, Tom. Donc, ce qu'on a pu retenir de l'intervention de Tom, qui a donné un contexte global des transformations, c'est que l'effet du Covid a été une baisse significative des émissions de CO2,
que pour maintenir le cap et ne pas rebondir, ne pas reprendre une trajectoire haussière des émissions de CO2, il faut faire des efforts d'investissement très importants. Déjà, les émissions ont repris une trajectoire non souhaitable, et donc il est temps de réinvestir. Ceux qui ont contribué à la hausse récente après le Covid, enfin si on peut dire après le Covid, des émissions, ce sont évidemment toujours les mêmes coupables, et je m'en excuse de les citer, c'est la France, pas la France, la Chine, l'Inde, le Brésil et les USA. Pour revenir sur la nature des investissements nécessaires, donc Tom a présenté les domaines dans lesquels il était important d'investir, et il y en a quelques-uns qui nous ont interpellés, qui sont les investissements dans l'électricité, dans la production d'électricité et dans les réseaux. Il a cité également les parties prenantes de ces investissements, qui sont les entreprises, les citoyens et la finance. Et la nature des investissements sont des investissements souhaitables dans l'hydrogène, dans les véhicules électriques et dans l'efficacité énergétique. Je peux en oublier quelques-uns. Et sans vouloir déformer ce que j'ai entendu, je crois que les efforts de R&D mondiaux en 2019 s'élèvent à 17 milliards de dollars en R&D, dont 47% dans les capacités de production d'électricité à bas carbone, comme les énergies renouvelables et le nucléaire. Mais c'est insuffisant, l'analyse de l'AIE. Et donc Tom a insisté sur le rôle de l'AIE dans les semaines à venir, en préparation de la COP28, qui est très active donc, sur ce domaine-là. J'espère avoir été à peu près fidèle à ce que vous avez dit, Tom. Et donc on peut prendre 2-3 questions, si vous voulez, en français ou en anglais, je traduirai. S'il y en a. Ok, je vais la traduire. Si vous pouvez la dire fort. The question is arriving. Yeah. Okay. Just maybe a question on the investments for R&D. So there are 17 billion US dollars today. So what would they need to be to maybe up to the trajectory going forward to 2030? Je crois que vous n'avez pas entendu. I think you have not heard. So you got... Well, overall, the scale of investment was, as you saw, something like we need an annual level of investment of 1.6 trillion just in the electricity sector alone. But the scaling up of investment in R&D, well, we still have our global UN STS benchmark of 2% of GDP, and we are falling behind that. Overall, 50% of the technologies we need to reach net zero, whether that's through hydrogen, through CCUS, 50% of them are non-commercial today. They're at some preliminary stage of demonstration or very novel exploratory work. So in that sense, the billions, the limited billions just in the energy sector today need to double, to triple. The scale is enormous, not just given the overall investment needed, but the scaling up of these novel technologies. So it's doubling it to tripling to get to something quite extraordinary like a 1.6 trillion US dollars in annual investment. Y a-t-il une autre question? Alors sinon, je vais en poser une pour faire la transition avec la session suivante, qui est, you have quoted the, switch off the mic. You have quoted the key stakeholders who could play a role in the investment, which are the companies, the citizens, and the finance world. Today we are going to talk of the role of the governance of territories. Don't you think that between citizens and governments there should be a layer of
stakeholders who could play a role in the governance of the small territories between the government and the citizens. Absolutely. Perhaps we too often concentrate on or oversimplify what is a complex problem. The stakeholders are many. The levels of engagement, as you rightly say, the levels of engagement need to be more than simple national governments. Perhaps that's the IEA's bias because our immediate members are national governments. But you're quite right. It's the national governments together with regions, with different territories. All of those different names need to be brought on board. There are different parts of the world, such as European member states, are producing national plans, but all of those national plans need to have an agreement at a regional level and at a local level. The conversation needs to happen at every single level to convince those different participants, all the different stakeholders, that this is a necessary exercise. If you don't have that kind of engagement and conversation, then you don't get understanding, you don't get acceptance, and indeed you can end up getting rejection of measures. Okay, thank you very much, Tom. I think this will conclude your speech, and I would like to conclude by giving you a good, nice thank you very much. Okay, now the floor will be to the first session of our 2 days. And je voudrais juste, pour ceux qui n'ont pas entendu ce qui vient de se dire, rappeler que l'AIE partage l'idée avec nous que les territoires c'est un maillon essentiel dans la transition énergétique et dans la transformation vers les véhicules, la mobilité durable, vers les territoires à énergie positive et tous les sujets que nous allons aborder aujourd'hui. Merci de votre confirmation. Bonne journée. Je vais passer la parole tout de suite donc, à Nathalie Niaison, donc, qui va intervenir donc, pour M. Pinta, qui est le président de la FNCCR. Je rappelle que Nathalie Niaison est maire de Bourg-de-Péage, donc c'est la Drôme. Et donc vous êtes la présidente de Territoire d'énergie Drôme, SDED, pour lequel d'ailleurs vous ferez une intervention sur un retour d'expérience extrêmement intéressant. Je vous invite au micro. Voilà, eh bien, monsieur le ministre plénipotentiaire, je ne sais pas s'il est là ou peut-être en vidéo, mesdames et messieurs les maires et les présidents des syndicats territoires d'énergie, chers collègues, mesdames et messieurs, permettez-moi tout d'abord de vous remercier de votre invitation à ce colloque pour lequel nous sommes partenaires depuis plusieurs années déjà, et auquel nous avons plaisir à participer au nom de la FNCCR et des collectivités organisatrices de la distribution d'énergie sur les territoires. Et ce matin, j'ai un double honneur puisque je représente effectivement le président de notre fédération, Xavier Pinta, retenu par d'autres obligations. Comme vous le savez certainement, notre fédération, la FNCCR, est extrêmement sensible aux questions de transition énergétique, d'aménagement, de solidarité et d'intelligence entre les territoires, et en particulier dans le cadre du service public. Des sujets qui sont mouvants, avec des changements qui s'accélèrent autour de l'énergie, du climat, de l'environnement, de la mobilité durable et plus récemment de la crise sanitaire liée à la Covid-19 qui a un retentissement sur notre économie, sur les citoyens consommateurs et le développement de nos projets. Nous pensons qu'il y a une formidable opportunité pour les collectivités de développer la transition énergétique pour tous, sur l'ensemble des territoires, comme cela vient d'être dit à l'instant, et en créant avec les partenaires qui sont sur ce champ-là, de véritables projets, justement, de territoires, alliant efficacité et intelligence énergétique, énergie renouvelable et mobilité durable, ce que nous allons voir tout au long de nos rencontres ici, lors de ce congrès EVER à Monaco.
La mobilité propre reste un enjeu majeur afin d'assurer les déplacements de manière décarbonée et de garantir la santé publique de nos concitoyens en évitant les émissions de particules fines avec la mise en place par les collectivités de schémas directeurs des mobilités ou de PCAET. PCAET, ce sont les plans climat, air, énergie territoriaux. La FNCCR s'est impliquée avec ses collectivités adhérentes dès le départ dans le déploiement des infrastructures de recharge. Sur plus de 31 000 bornes ouvertes au public, près de 65% ont été réalisés par les collectivités issues des territoires. Et dans ce domaine, les adhérents de la FNCCR n'ont pas à rougir. Compte tenu des perspectives tracées par ce colloque Ever Monaco, nous avons confiance dans le dynamisme collectif qui s'opère autour de la mobilité propre. L'objectif de 100 000 bornes fixé par le gouvernement français au travers d'une charte d'engagement dont la FNCCR est signataire montre la volonté des acteurs dont nous sommes non seulement de renforcer sur nos territoires la mobilité électrique, mais aussi d'aller vers d'autres carburants alternatifs comme le GNV ou le bio-GNV, ou alors l'hydrogène. Plusieurs retours d'expérience seront présentés, comme nous le verrons lors des diverses tables rondes, et nous sommes tous impatients de pouvoir échanger sur ce sujet. Et j'aurai l'occasion et le plaisir de vous présenter cet après-midi le réseau e-borne que nous avons mis en place sur 11 départements du sud-est de la France, dont mon département, la Drôme, grâce au savoir-faire et la volonté de nos syndicats d'énergie. Voilà, donc nous vous remercions pour votre participation à cette belle manifestation et nous aurons l'occasion d'échanger pendant ces 2 jours sur cette thématique passionnante. Et je vous souhaite à tous un très bon colloque. Merci de votre écoute. Y a-t-il des questions? Tout de suite, sachant qu'on aura... Oui. On aura l'occasion, bien entendu, tout au long de la journée de revenir. Merci pour votre intervention. J'ai juste une question par rapport aux bornes, au déploiement des bornes. Donc, l'objectif de 100 000 bornes sur le territoire, ça c'est super. Sinon, aujourd'hui, je pense qu'il y a peut-être encore un frein pour un automobiliste qui souhaite faire un voyage en itinérance parmi un réseau qui est plutôt coupé et géré par pas mal de... d'exploitants. Avez-vous une politique spéciale pour justement assurer que notre automobiliste peut facilement recharger sa voiture en itinérance? Merci. Eh bien, effectivement, c'est ce que je vais développer cet après-midi d'ailleurs, parce que nous avons fait en sorte que notre réseau porte bien son nom, le réseau de e-borne, c'est que ce soit un véritable réseau pour que l'automobiliste puisse utiliser les bornes où qu'il soit avec une seule carte. Et l'objectif est vraiment de développer ce réseau pour que les personnes qui utilisent et qui sont adhérentes ou en tout cas qui sont clientes des e-bornes puissent bénéficier d'un maximum de bornes sur l'ensemble du territoire. Mais je vais le développer cet après-midi, ce sujet. C'est un enjeu, un véritable enjeu, vous avez raison. Exact. Donc, on ne va pas effectivement dévoiler la table ronde. Dévoiler votre intervention de tout à l'heure. Moi, j'ai une petite question donc, concernant... alors, ce n'est pas une question piège, mais je pense que c'est une vraie problématique qui sera d'ailleurs abordée par d'autres intervenants. Vous avez parlé, bien entendu, du rôle des territoires. Et chaque territoire, bien entendu, réfléchit de son côté à mettre en place, effectivement, par le financement de l'innovation, par des financements propres, donc des opérations. Comment les territoires discutent entre eux pour éviter de refaire ce que fait l'autre et bénéficient, effectivement, de la connaissance, effectivement, des bonnes expériences, effectivement, des autres?
Eh bien, nous travaillons au sein de la FNCCR, justement. Cela nous permet de pouvoir avoir un échange d'expériences et avoir de la cohérence dans le développement de nos diverses politiques. Donc effectivement, il est bien loin le temps où on travaillait chacun de notre côté. Il y a eu des pionniers, des précurseurs sur le sujet, mais maintenant c'est un sujet qui est très transversal sur la politique de mobilité. Et nous travaillons donc les syndicats au sein de la FNCCR et en lien avec les acteurs que sont les départements, enfin les intercommunalités, les départements ou les régions. C'est impératif effectivement de travailler comme ça. Et l'enjeu aussi est de travailler avec les partenaires privés parce qu'il y en a de plus en plus sur ce sujet. Donc ce sont des défis que nous avons à relever. Merci. Une question, s'il vous plaît. Merci. Bonjour, vous m'entendez ? Justement, pour le choix des partenaires privés, est-ce que vous passez par des appels d'offres publics ou vous passez obligatoirement par des appels d'offres, vous passez de gré à gré ? Et j'ai une deuxième question, est-ce que vous comptez développer le réseau en dehors donc, de ces 11 départements ? En dehors de ces 11 départements. Oui. Merci. Alors, nous sommes des collectivités publiques, nous sommes obligés de faire des appels d'offres publiques, c'est la loi. Et oui, bien sûr, l'objectif, c'est vraiment d'étendre au maximum ce réseau, parce que plus il sera étendu, ça rejoint la première question, et plus il aura de sens. Et même si le réseau qui se développe n'est pas le nôtre, il n'empêche qu'il faudra qu'il soit en complète complémentarité pour que les personnes puissent en bénéficier sur l'ensemble du territoire, voire même l'Europe. Question ? Oui, bonjour. Deux questions en fait. Pouvez-vous développer la question payée par le temps qu'on est connecté à la borne ou kilowattheure délivré? Parce que je crois qu'en France, il y a ou autre. Et la deuxième chose, la logique entre borne en ville et borne en autoroute. C'est quoi l'équilibre à trouver? Merci. On est en train de commencer la table ronde de cet après-midi. Justement, c'est l'objet de l'intervention de cet après-midi. Alors, si vous me permettez, compte tenu du programme extrêmement chargé, je pense qu'on répondra à ces questions. Donc, on vous invite à revenir, bien entendu, tout à l'heure. En tout cas, c'est un sujet qui intéresse et je vous remercie de toutes ces questions. Oui, on a vu quand même dans l'intervention de l'IAE, donc les objectifs de décroissance des gaz à effet de serre sont fondés sur 50 millions de ventes de véhicules. 50 millions, c'est pas rien. Bon, j'ai pas posé la question donc à M. Hofs concernant le positionnement de l'hybride. Parce que justement, comme c'est un marché qui se développe, on a l'impression encore plus vite, effectivement, que le véhicule électrique pour l'instant. Est-ce que ça n'obère pas justement les prévisions? Je ne sais pas si vous discutez justement de ces questions-là au sein de l'Association des économistes de l'énergie. Monsieur Bonnery, donc vous nous direz peut-être quelque chose là-dessus. D'accord, voilà, ok. Bon. Merci. À tout à l'heure alors. Bon, absolument. Je vous remercie. Merci. De votre intervention, Madame Liaison. Alors, on va passer la parole à Jean-Paul Faure, qui doit être là. Ben voilà, on va lui mettre... Donc, Jean-Paul Faure s'est binômé avec Cécile Goubet, la déléguée générale de l'AVER France. Jean-Paul Faure est le président de l'AVEM. Messieurs, dames, bonjour. Donc, c'est avec plaisir que j'interviens à cette journée de démarrage du salon Ever. Donc, j'interviens au titre de président de l'AVEM, qui est l'association pour l'avenir du véhicule électromobile, et je représente aussi Cécile Goubet, qui est la secrétaire générale de l'AVER France. Et ces deux associations sont des partenaires, je dirais, presque historiques du salon Ever, puisque ça fait de nombreuses années que nos deux associations sont partenaires. L'AVEM, donc, c'est une association qui a pour vocation la promotion, l'information, l'éducation sur tous les sujets liés à l'électromobilité, sachant que notre objectif final, c'est d'accélérer le développement de la transition énergétique.
Alors on le fait au travers de plusieurs actions. Premièrement au travers de médias, puisque nous avons un site internet www.avem.fr qui est un des deux gros sites français consacrés à l'électromobilité. Nous avons une newsletter qui a 6000 abonnés aussi sur ce sujet. Donc ça, ce sont nos activités, je dirais, au niveau national, et au niveau plus local, au niveau de la région Sud-PACA et de la Corse. Donc nous sommes les partenaires d'Aver France et nous les représentants dans cette région. Alors, l'Aver France, vous connaissez sûrement aussi tous, donc est implanté à Paris. Donc, c'est une association qui fait beaucoup de lobbying politique sur les sujets liés à l'électromobilité, de coopération avec les organisations étatiques, les gouvernements, sur tout ce qui est législatif. Il y a toute une série d'outils que vous voyez sur la droite de la charte ici, une série d'outils qui sont développés par l'Aver France, une série de tableaux de bord qui sont accessibles à nos adhérents et à ceux qui veulent consulter ces informations. Et puis il y a toute une série de réalisations, donc je ne vais pas lister tout ce qui se fait, peut-être je vais juste parler de deux. C'est le programme Advenir, donc c'est l'Aver France qui gère ce programme, qui est un programme financé par l'État de subvention à l'installation de bornes de recharge. Et donc c'est un programme qui existe depuis 2016, donc qui maintenant existe depuis une période significative. Et une déclinaison d'Advenir qui s'appelle Advenir Formation, et quelque chose qui vient de démarrer en 2020. Et c'est une action... Peut-être laisser passer l'hélicoptère. On est bien placé là pour les hélicoptères. Hein. Cette action Advenir Formation, c'est une opération de formation qui est destinée à des audiences particulières, donc essentiellement aux élus territoriaux ou aux fonctionnaires territoriaux. C'est destiné aussi aux étudiants. C'est destiné à toutes les personnes qui sont impliquées dans les activités de syndics d'immeubles collectifs. Et enfin, c'est destiné au grand public dans le cadre d'événements liés à l'électromobilité. Donc, si vous êtes intéressé par ces types de sujets, il ne faut pas hésiter à contacter ou l'Aver France ou l'AVEM dans le cadre de la région Sud-PACA et de la Corse. Donc, c'est l'AVEM qui déploiera ce programme, et dans le reste de la France, il y a d'autres structures qui le déploieront. Alors, je vais partager avec vous un certain nombre d'informations et de statistiques auxquelles nous avons accès. Bon, quelque part un peu en ligne avec ce qu'on a vu tout à l'heure, mais cette fois-ci, on est au niveau de la France. Si vous voyez la courbe bleue qui est en haut de ce graphique, donc bien, ce sont les émissions de CO2 au niveau de la France au cours de ces dernières années. Donc, vous voyez qu'on constate une très légère diminution. Bon, on va laisser la dernière année là, qui est impactée par le Covid, mais on voit une légère diminution. Mais si vous regardez la courbe orange qui est en dessous et qui concerne les émissions de CO2 qui proviennent du monde du transport, vous voyez que là, par contre, nous n'avons aucune diminution et que nous sommes même au contraire en légère croissance. Si on compare 1990 et 2016, vous voyez qu'il y a, c'est indiqué en bas de la charte, il y a 12% d'augmentation de ces émissions liées aux moyens de transport. Sur le graphique sur la droite, vous voyez que dans la totalité des émissions, vous voyez que le transport est une partie très significative, puisque vous voyez que c'est 31% des émissions de CO2 pour la France, donc c'est réellement un élément très important. Et vous voyez que dans le transport, à droite, vous voyez que un petit peu plus de la moitié, ce sont les véhicules particuliers. Donc d'où l'importance de ces véhicules particuliers si on veut contrer cette dérive d'émissions de CO2. Alors, en termes d'objectifs, vous voyez que la France a pour objectif en 2050 d'avoir la décarbonation complète des moyens de transport en excluant le transport aérien. Donc vous voyez qu'on a encore beaucoup de chemin à faire pour arriver ici, et donc il y a beaucoup d'initiatives qui doivent être conduites. Alors, au niveau des cadres de référence, bien, vous les connaissez probablement. Donc, on a au niveau européen des objectifs de décarbonation ou de neutralité carbone, avec cet objectif de 2050 pour essayer de limiter l'augmentation des températures à 1,5 degré. Pour ce qui est de la France, plus spécifiquement, eh bien, on a cet objectif d'arrêter la vente de véhicules utilisant des énergies fossiles à l'horizon de 2040, ce qui n'est pas si loin que ça. Et comme je l'ai indiqué sur la slide précédente, 2050, la décarbonation complète du secteur des transports, hors transport aérien. Et au niveau local, on voit apparaître ces zones de faible émission d'un certain nombre de métropoles, de grandes villes, donc qui commencent à se répandre dans le territoire. Donc il y a toute une évolution du cadre général des moyens de transport dans notre pays.
En termes de flotte de véhicules et d'immatriculation, alors vous voyez, on a des pourcentages tout à fait considérables, mais maintenant il faut se méfier avec les pourcentages, ça dépend de quelle base on part effectivement d'une base extrêmement faible, mais vous voyez quand même qu'il y a une croissance très forte des ventes de véhicules électriques, ainsi qu'une croissance peut-être encore plus forte en pourcentage des véhicules rechargeables. Ce qui est peut-être le plus intéressant, c'est le 9,5%, c'est quand même en 2020, le véhicule électrique plus électrique rechargeable a représenté presque 10% du marché, donc ça devient un élément significatif. Donc on est clairement face à une évolution très importante. Vous voyez qu'en mars 2021, on a presque 500 000 véhicules électriques ou hybrides rechargeables dans notre pays, ce qui est une très grosse augmentation par rapport à ce qu'on a pu connaître par le passé. Au niveau des bornes de recharge qu'on a évoquées juste avant pour un territoire, on a cet objectif d'implanter 100 000 bornes de recharge en 2022 qui seraient ouvertes au public. Aujourd'hui en France, il y a à peu près 450 000 bornes de recharge. On voit sur le graphique à gauche la croissance qui a été importante. Sur la petite carte de France, vous voyez les chiffres, ce sont les chiffres de nombre de véhicules électriques par borne de recharge, sachant que l'Europe a un objectif d'avoir 10 véhicules par borne de recharge. Vous voyez qu'on a un certain nombre de territoires en France qui atteignent cet objectif. Pour ce qui est de la région Sud-PACA, vous voyez qu'on a 12 véhicules par borne. Alors c'est soit qu'on n'a pas assez de bornes, soit qu'on a eu beaucoup de véhicules. C'est vrai que dans la région Sud-PACA, il y a relativement beaucoup de véhicules électriques et c'est notamment tiré par les Bouches-du-Rhône, puisque les Bouches-du-Rhône donnent une prime significative pour l'achat des véhicules électriques. Donc ils rajoutent 5 000 € à toutes les aides de l'État. Donc c'est quelque chose de très significatif. Et les Bouches-du-Rhône sont, je crois, le premier département en France pour les immatriculations de véhicules électriques. Alors en termes de bornes, vous voyez que la population, la flotte, si je peux me permettre d'utiliser ce terme pour les bornes, eh bien c'est essentiellement dans les entreprises. Donc la moitié des bornes qui existent ici sont dans les entreprises. Vous voyez que depuis 2019, dans les entreprises, c'est une augmentation de 50%. Donc il y a une vraie prise de conscience, il y a une vraie évolution significative. La deuxième population de bornes, eh bien c'est au domicile des particuliers, puis vous voyez, il y a 41%, et c'est une augmentation aussi très très importante de 61% par rapport à 2019, donc c'est lié à tous ces achats de véhicules électriques qui ont eu lieu. Et enfin, les bornes accessibles au public, vous voyez, là c'est une augmentation moins importante de 13%. Nous avons beaucoup de contacts avec des utilisateurs de véhicules électriques en tant qu'association AVEM. Donc ces bornes publiques sont effectivement des sujets qui viennent beaucoup sur la table, et les questions qui ont été posées tout à l'heure nous sont évidemment très souvent posées sur qu'est-ce qui est fait pour que ces bornes soient fiables, pour qu'elles ne soient pas en panne, pour qu'elles fonctionnent. Donc là, on a un vrai défi de crédibilité sur la disponibilité des bornes et la facilité d'accès à ces bornes. Un élément très important aussi dans le développement de l'électromobilité, c'est la possibilité de se charger à son domicile. Alors quand on a une maison particulière, c'est assez facile, même si on se branche tout bêtement sur la prise électrique, ou si ça prend un peu de temps, mais ça fonctionne, ou si on a un chargeur un peu plus puissant. Mais toute la problématique est liée au logement collectif. Donc vous voyez sur ce graphique qu'au niveau de la France, il y a quand même un petit peu plus de la moitié des Français qui vivent dans un logement individuel. Donc ça c'est vrai au niveau de la France. Mais si vous voyez, dans les villes de plus de 100 000 habitants, il n'y a plus qu'un gros tiers des gens qui vivent dans un logement particulier. Et si vous voyez l'Île-de-France, il n'y a plus qu'une personne sur 5 qui vit dans un logement particulier. Donc ça veut dire que pour tous les autres, la problématique de pouvoir se charger à la maison est un vrai défi. On sait que les gens qui ont la possibilité de se charger à la maison, que ce soit parce qu'il y a une borne installée sur une place de parking privative, ou que ce soit parce qu'ils ont une résidence particulière, bien 90% des charges de ces personnes-là se font à la maison. Donc c'est quelque chose qui est très important, et c'est probablement un des points bloquants principaux pour qu'on passe une étape supplémentaire dans le développement du véhicule électrique. Un autre point qui est important, c'est d'essayer de regarder, ça a déjà été évoqué dans la présentation précédente au niveau mondial, mais au niveau français, donc il y a diverses structures qui font des prévisions de nombre de véhicules électriques. Donc vous avez divers graphes ici, mais peut-être les trois plus intéressants, c'est la ligne pleine bleue, la ligne pleine orange et la ligne pleine verte. Donc c'est une espèce de moyenne des scénarios. La bleue, c'est le scénario bas, la orange est le scénario moyen, et la verte le scénario haut, mais vous voyez que cela nous conduit à l'horizon de 2035 à une flotte de véhicules électriques en France entre 7 et 18 millions.
Donc si on prend le scénario moyen, on parle de petite dizaine de millions de véhicules, donc ça veut dire que ça devient extrêmement significatif. Et je vous rappelle qu'aujourd'hui, on a 500 000, hein, donc c'est une vraie transformation. Et si on regarde ce scénario, et là on va prendre le scénario, là dans ce graphique, l'hypothèse c'est 16 millions de véhicules électriques, c'est toute cette question qu'on nous pose tout le temps de savoir mais comment on va faire pour charger tous ces véhicules, comment on va produire cette électricité. Eh bien en fait si on regarde le graphique à barre qui se trouve sur la droite, la barre droite c'est la consommation, le gris c'est la totalité de la consommation hors ce qui est lié au transport terrestre, et la partie orange c'est ce qui est lié au transport terrestre avec 16 millions de véhicules électriques en France. Et sur la partie gauche, vous voyez toutes les capacités en France de production d'électricité décarbonée, sachant que pour l'éolien et pour le solaire, le scénario qui est pris ici, c'est qu'on multiplierait par 2,5 la capacité de production éolienne par rapport à ce qui existe aujourd'hui, et qu'on multiplierait par 4 la capacité de production solaire par rapport à ce qui existe aujourd'hui. Avec ces deux hypothèses-là, sans rien changer aux autres, vous voyez que nous avons très largement la capacité de produire l'électricité nécessaire pour la totalité des utilisations, plus cette grande flotte de véhicules électriques, puisqu'ici l'hypothèse est prise de retenir 16 millions de véhicules. Et donc, ensuite de ça, évidemment, toute la question se pose du temps et des moments, de la cyclicité de la consommation d'électricité, qui est vraiment un grand défi. Et là, le véhicule électrique est une opportunité, puisque non seulement il stocke de l'énergie pour se déplacer, mais il est aussi capable de stocker de l'énergie et éventuellement de la redécharger, que ce soit dans la maison ou dans le réseau. Et donc, le véhicule électrique est aussi une opportunité d'optimiser tout le système de production d'électricité du pays. J'ai un petit graphique derrière que je trouve assez parlant. Donc c'est RTE qui a produit ce graphique. Vous voyez sur la partie supérieure donc les différentes sources d'énergie. C'est des chiffres qui sont retirés d'une production réelle d'un mois de juillet. Vous voyez que donc le dimanche, qui est le deuxième jour de la semaine, là sur le graphique, vous voyez donc on a évidemment en milieu de journée on a des pics de production solaire qui sont évidemment très importants. Et vous voyez que le dimanche, comme on sait que la consommation est plus faible, vous voyez que RTE est obligé enfin pas RTE ou EDF, sont obligés de réduire la production des centrales nucléaires. Vous voyez, il y a un petit creux au niveau du jaune qui est la production des centrales nucléaires. Et donc, c'est un problème pour optimiser le fonctionnement de ces centrales. Et vous voyez qu'ensuite, non seulement il faut faire ça, mais qu'en plus de ça, une partie de l'énergie renouvelable qui existe, en fait, est perdue, puisqu'on ne peut pas l'utiliser, donc on ne sait pas quoi en faire, donc en fait, elle est simplement perdue. Dans le scénario où on utiliserait toutes les potentialités du véhicule électrique et qu'on puisse charger ces véhicules pour éventuellement ensuite les redécharger soit dans la maison, soit sur le réseau, vous voyez que cela permet de ne plus perdre le pic d'énergie. Vous vous souvenez, on perdait, avec la flèche jaune, on perdait une partie de la production. Ça permet de ne plus la perdre, et non seulement ça permet de ne plus la perdre, mais vous voyez qu'en plus en haut ça permet de ne plus réduire la production des centrales nucléaires et donc d'avoir un fonctionnement stable, ce qui est très propice à l'efficacité de ces installations. Donc le véhicule électrique, c'est effectivement une façon d'optimiser la qualité de l'air, mais c'est aussi une façon d'optimiser l'utilisation et de rendre le plus effectif possible le système de production d'électricité. Donc voilà en quelques mots les informations que je voulais partager avec vous. Je suis à votre disposition si vous avez des questions. Sinon, vous pouvez toujours nous contacter, soit par le biais de notre site internet ou par téléphone dans nos bureaux respectifs dans la région. Des questions? Moi j'ai des questions, bien sûr. Est-ce qu'il y a des questions dans la salle? Oui. Madame. Bonjour, merci pour votre présentation. Alors j'avais une question concernant votre lien avec l'AVER justement. Vous êtes deux associations qui sont vraiment séparées l'une de l'autre. Vous travaillez comment ensemble exactement? Je vais vous expliquer. En fait, donc, nous sommes deux vieilles associations quelque part, parce que l'AVEM aussi est aussi un tout petit peu plus jeune que l'AVER, mais pas beaucoup. Et donc, nous avons vécu notre vie chacun de notre côté pendant longtemps.
Et puis, il y a 3 ans et demi maintenant, donc on a décidé de dire, mais est-ce qu'il y a vraiment un intérêt? On poursuit le même objectif, et donc pourquoi est-ce qu'on ne coopère pas plus ensemble? Alors donc, l'AVER à cette époque avait l'intention de développer des antennes régionales, ce qu'ils ont fait d'ailleurs. Il y a maintenant des antennes régionales dans la quasi-totalité des régions françaises. Pour nous, devenir une antenne régionale de l'AVER, c'était compliqué parce qu'on a un modèle économique, donc nous avons des salariés, nous avons une activité nationale dans le domaine de conférences, dans le domaine d'animation de débats, de salons ou avec nos médias. Donc c'était compliqué, ça rentrait pas tout à fait dans le moule, donc il y a eu un peu des négociations et chacun a fait un pas vers l'autre et au final, donc, nous sommes pour tout ce qui est relatif à notre activité média, notre activité animation de conférences, comme cela, donc nous sommes une association qui a une portée nationale. Et par contre, au niveau des activités locales, donc dans la région PACA, Sud-PACA à la Corse, nous sommes l'antenne régionale de l'AVER France. Donc voilà notre mode de fonctionnement. Et d'ailleurs, 60% des adhérents de l'AVEM sont également adhérents de l'AVER parce qu'en fait, les gens ne viennent pas chercher la même chose aux deux. L'AVER est très compétent dans tout le domaine législatif, donc c'est vraiment leur zone de référence. Nous sommes plus compétents dans le domaine de la promotion, de l'information, de la communication, et c'est vrai, et de par notre site internet qui fait 6-7 000 clics par jour, donc c'est un site significatif, on a 6 000 abonnés à notre newsletter, donc voilà, nous on fait du B2C et du B2B, parce que nos adhérents sont tous des entreprises, on n'a pas d'adhérents particuliers, et je dirais l'AVER fait plutôt que du B2B et beaucoup de relations institutionnelles. Monsieur ? Question rapide, pardon, sur les vehicle to grid, le V2G. Vous voyez cela à une échelle sérieuse à quel horizon? J'ai pas compris le début de la question. Pardon, excuse-moi. Donc, une question rapide sur le V2G, le vehicle to grid. Vous voyez cela à quel horizon, le déploiement? Probablement qu'on voit ça. Reformuler la question. Oui, le véhicule, à quel horizon de temps on voit la mise en place du véhicule to grid? En termes, je dirais, de tests ou de premières expériences, probablement assez rapidement. En termes de généralisation, en général, quand on en parle entre nous, on parle à un horizon de probablement environ 5-6 ans. Madame Haché-Vincenot. Bonjour. Concernant le véhicule to grid, justement, la question que je me posais, c'est comment on marie le véhicule to grid avec le fait que les gens se rechargent plutôt à domicile. Et donc, le premier réflexe que vont avoir les gens, c'est de rentrer à 19h chez eux et de brancher leur voiture à charger au moment du pic de consommation d'hiver, par exemple. Oui, après, sans rentrer dans la technique vraiment, mais on sait piloter. Alors aujourd'hui, on sait le faire en pratique, on le fait pas vraiment, quoi qu'on le fait parfois un peu quand même. Quand vous aviez les heures de jour et les heures de nuit, eh bien, on vous coupe votre chauffe-eau pendant les heures de jour pour qu'il fonctionne pendant les heures de nuit. On peut tout à fait imaginer qu'à un moment de la journée ou de la nuit, on vous coupe la recharge de votre véhicule. Et en fait, pour écrêter les pics de consommation, donc j'ai parlé pas mal avec des gens d'Enedis et d'EDF, ce qu'ils disent, c'est que ces écrêtements, ces arrêts de la charge du véhicule pourraient être, dans un cas de pic où on est en difficulté dans une région, des arrêts de quelques minutes. 3, 4, 5 minutes, ce qui fait que c'est totalement transparent pour l'utilisateur. Donc on pourrait imaginer dans une première étape qu'on coupe la charge, donc ça c'est pas encore le véhicule to grid, c'est le pilotage de la charge. Ensuite on peut imaginer qu'on décharge, pas forcément to grid mais to home, on décharge une partie d'énergie dans la maison. Et ensuite le to grid c'est la suite, mais c'est la même chose. On peut imaginer qu'on coupe la charge du véhicule à un certain moment et qu'on redécharge sur le réseau, et que pour inciter le client à accepter ça, on lui rachète son énergie, ou on la lui rachète un peu plus cher, ou on lui donne une prime, ou je ne sais quoi. Et techniquement c'est pas généralisé et c'est pas industrialisé encore, mais c'est quelque chose qui est possible, et donc c'est vraisemblablement ce qui va se produire. Parce que le problème, la quantité d'énergie qu'on a par rapport à la quantité d'énergie qu'on doit consommer, évidemment, n'est pas vraiment un problème. Le problème, ce sont les pics, effectivement, à 19h. Alors,
petite question complémentaire, est-ce que la réaction, par exemple, d'un fabricant tel que Tesla, qui ne veut pas justement assurer l'utilisation de sa batterie en véhicule to grid, est-ce que ça vous inquiète ? Oui, évidemment que c'est un problème, ça va ralentir le développement, mais maintenant, si le véhicule to grid vient dans les mœurs des gens, si ça devient la façon normale de fonctionner, la marque qui ne le fera pas, en termes d'image, ce sera désastreux. Donc ceux qui ne veulent pas y aller, ils iront plus tard. Très bien. Merci, on va arrêter là. Merci à vous. Passer la parole. Merci, Monsieur Faure. Donc on va passer la parole à Jean-Louis Bal, qui est en distanciel, et qu'on va essayer de reconnecter. J'espère que ça va bien se passer. Allez-y, la parole est à vous. Donc Jean-Louis Bal, président du syndicat des énergies renouvelables en France, bien sûr, donc il va nous parler de l'aspect territorialité des ENR, de son développement, de l'acceptabilité. Donc il y a un certain nombre de sujets importants que vous allez traiter. Allez-y. Merci. Et donc, je vous prie d'accepter mes excuses pour ne pas être présent physiquement à Monaco aujourd'hui. Très rapidement, le syndicat des énergies renouvelables est la principale association professionnelle du secteur et qui couvre, la seule qui couvre toutes les filières. Nous regroupons à peu près 400 adhérents, dont tous les grands énergéticiens, les grands industriels de l'énergie, français et européens. Et pour environ les 3/4, nos adhérents sont des PME, PMI, ETI, donc, qui ont bien prospéré ces dernières années grâce à la progression des énergies renouvelables. Alors, je vais vous dire quelques mots sur la programmation pluriannuelle de l'énergie qui a été publiée en 2020 et surtout sur les filières qui peuvent concerner donc la mobilité durable, donc c'est en particulier les filières électriques et la filière gaz renouvelable. Donc la PPE a introduit des objectifs très ambitieux au niveau des énergies renouvelables, mais les objectifs c'est bien, encore faut-il les réaliser. Donc par exemple pour le solaire, l'objectif est de passer à 44 gigawatts de solaire photovoltaïque installés en 2028, alors que nous sommes aujourd'hui à un peu plus de 10 gigawatts. Donc il s'agit de multiplier le parc par 4. Pour l'éolien terrestre, on est plus avancé aujourd'hui, donc avec un parc de 17 gigawatts et un objectif de 34, donc il faut en gros doubler le parc. Et pour l'éolien en mer, on a 0 MW installé et un objectif de 6,2 gigawatts à l'horizon 2028. Maintenant, il y a un fort potentiel donc pour aussi bien le solaire que l'éolien terrestre ou maritime. Et on a un certain nombre de paliers historiques qui ont été passés en 2020. Le solaire photovoltaïque et l'éolien terrestre représentent désormais 50% de la puissance installée chaque année pour les renouvelables électriques, avec des coûts qui sont en forte baisse, puisque sur le solaire photovoltaïque, on est descendu à 55 € du mégawattheure pour les centrales au sol, 80 sur les grandes clôtures. L'éolien terrestre fait apparaître des prix qui sont en dessous de 60 € du mégawattheure. Le dernier appel d'offres pour l'éolien en mer à Dunkerque a donné un prix de 45 € par mégawattheure hors raccordement. Donc avec le raccordement, ça doit faire quelque chose qui est de l'ordre de 60 € du mégawattheure également. Malgré cela, la France est aujourd'hui en retard sur ses objectifs globaux, sur l'ensemble des énergies, mais également donc, sur la partie électrique, même si nous avons couvert
25% de la consommation en 2020 pour l'objectif de 40% à l'horizon 2030. Donc, ce constat nous a amené à faire un certain nombre de propositions pour accélérer, donc pour lever les freins. De manière non exhaustive, les mesures proposées par le CER, c'est réduire les temps de développement des projets qui sont très très élevés, beaucoup plus élevés que dans les pays voisins, sur l'éolien en particulier, mais aussi de plus en plus sur le solaire. Avoir une approche plus équilibrée sur l'accès aux fonciers, et puis avoir un débat beaucoup plus apaisé et factuel, favorisant l'acceptabilité des projets. Je vais y revenir. Alors, un rappel, hein, les énergies renouvelables, c'est un levier de la relance économique. Elles sont par définition locales et ont d'énormes avantages pour les territoires, avec la création d'emplois locaux et non délocalisables, et qui sont essentiellement liés à la construction et à l'installation et à l'exploitation ensuite et maintenance, et notamment dans les zones rurales avec l'exploitation forestière et agricole. Si les objectifs de la PPE sont respectés, d'emplois nouveaux devraient être créés, s'ajoutant aux 160 000 existants, et le tout avec des fortes retombées économiques pour les territoires, notamment par le voie de la fiscalité, mais je pense qu'il faudra aussi améliorer les autres types de retours pour les territoires, parce que c'est un facteur d'acceptabilité des projets. Aujourd'hui, en 2019, la valeur ajoutée annuelle par les énergies renouvelables, c'est environ 14 milliards d'euros. Si on atteint les objectifs de la PPE, on devrait avoir en 2028 21 milliards sur l'année de valeur ajoutée. Alors, donc, les énergies renouvelables, c'est une véritable opportunité pour l'économie locale, mais aussi pour la décarbonation des secteurs les plus émetteurs de gaz à effet de serre, donc le bâtiment par exemple, mais également les transports, qui sont aujourd'hui très difficiles à décarboner. Et pour les transports, on observe évidemment de fortes synergies entre le développement des énergies renouvelables et la décarbonation, notamment avec le véhicule électrique, qui, pour être décarbonant, devra être rechargé avec une énergie décarbonée, et donc l'enjeu du développement des énergies renouvelables, c'est bien de faire face à un développement de la consommation d'électricité et la gardant décarbonée, voire même la décarbonant un peu plus qu'elle ne l'est actuellement. Elle est déjà très décarbonée, mais donc on peut encore améliorer cette décarbonation, et dans un esprit donc, de renouvellement également du parc existant, qui devra bien un jour ou l'autre être complètement rénové. C'est donc les véhicules électriques, mais ça peut, un avenir, avec un avenir plus lointain, être la production d'hydrogène décarboné. L'hydrogène décarboné, il va d'abord se diriger vers l'industrie où on utilise déjà de l'hydrogène, mais qui est bien carboné par contre. Donc ce sera la première cible du développement de l'hydrogène, mais il y a déjà beaucoup d'initiatives qui sont prises par certains de nos adhérents et par des collectivités pour développer l'hydrogène dédié à la mobilité. Je pense par exemple au pionnier qui est Vendée Énergie, qui développe de l'hydrogène basé sur la production d'électricité du parc de Brouin, qui a été développé par le même
le même syndicat, le CIDEV. C'est un bel exemple donc, entre le secteur privé et les collectivités. L'autre synergie, pour terminer, c'est le gaz renouvelable et les biocarburants qui permettent donc la décarbonation de véhicules thermiques. Et de ce point de vue-là, on peut regretter que la PPE manque d'ambition sur le développement du gaz renouvelable, qui connaît par contre un fort dynamisme que vous pouvez retrouver donc, sur une des publications que nous publions chaque année avec les gestionnaires de réseau sur le gaz renouvelable et notamment son application GNV, bio-GNV. Alors un mot sur l'acceptabilité. Aujourd'hui, les questions d'acceptabilité se focalisent sur l'éolien terrestre en particulier, mais cette acceptabilité donc, ne correspond pas, ce que l'on en dit en tout cas, à la réalité de la perception par la population et notamment par les riverains. Aujourd'hui, les contestations de l'éolien sont plutôt portées par certains hommes politiques et avec une organisation qui est, il faut le dire, très, très efficace. Hein. Cette opposition, donc principalement politique, elle est basée sur des affirmations fausses, notamment l'absence d'impact sur les émissions de CO2, les questions de bruit, de recyclabilité, de démantèlement, etc. Et donc, nous essayons donc de répondre à ces affirmations dénuées de tout fondement. La population, et notamment les riverains des parcs existants, est majoritairement favorable à l'éolien. Lorsqu'on mène des enquêtes autour des parcs existants, il y a néanmoins une revendication de riverains qui monte, c'est comment pouvons-nous bénéficier nous-mêmes de cette production locale au-delà des retombées fiscales. Et donc là, on revient sur les questions de financement participatif, voire de fourniture d'électricité aux riverains directement à partir des parcs existants. Alors cette question de l'acceptabilité, on la voit également monter aujourd'hui sur le solaire photovoltaïque, certes pas au même niveau que pour l'éolien. On voit également des contestations monter sur le bois énergie et sur le biométhane. Et donc là, c'est une question qui nécessite donc un engagement dans la concertation à la fois des entreprises privées mais également des collectivités. À cet égard, je voudrais signaler que la loi climat et résilience qui est en discussion aujourd'hui, donc qui a été approuvée hier à l'Assemblée nationale et qui va maintenant passer au Sénat, cette loi propose le développement de communautés d'énergie renouvelable, ce qui permettra effectivement de faire émerger des communautés énergétiques citoyennes et de favoriser l'implication des citoyens et des collectivités territoriales. Donc nous sommes très favorables à cette mesure, à condition bien sûr que les entreprises puissent rester associées à ces investissements des collectivités et des citoyens. La loi prévoit aussi de décliner la PPE pour les énergies renouvelables dans des objectifs régionaux qui pourront à ce moment être pris en compte par les régions dans l'élaboration des schémas régionaux d'aménagement, de développement durable et d'égalité des territoires, donc les SRADET. Et ça, nous sommes également favorables donc, à ce genre de mesures. Et à partir de ces SRADET nouvelle génération
prenant en compte les objectifs de la PPE, il faudra utiliser l'intelligence des territoires pour décliner ces objectifs dans les documents d'urbanisme, les plans climat, air, énergie territoriaux, dans les PLU, dans les SCOT. Et c'est donc dans ce cadre que doit se dérouler la concertation sur le développement des réseaux d'électricité et de gaz, qui prendront en compte à la fois le développement des énergies renouvelables, telles qu'on peut la programmer aujourd'hui, mais également le développement des utilisations. Donc on a parlé précédemment des bornes de recharge. On peut également parler pour le gaz des stations d'avitaillement en bio-GNV. Donc voilà le cadre dans lequel nous proposons aux collectivités d'envisager ce développement, et donc nous avons des débats très réguliers avec les organisations de collectivités et en particulier la FNCCR que je salue. Voilà les quelques mots que je pouvais vous dire, et s'il y a des questions auxquelles je peux répondre, je suis prêt à essayer de le faire. Merci Jean-Louis Bal. Alors, questions. Y a-t-il des questions dans la salle par rapport à cet exposé assez complet, donc en liaison avec nos réflexions sur les territoires et la mobilité durable? Oui, s'il vous plaît. Monsieur. Merci. Bonjour Jean-Louis, c'est Paul Kaik de l'ADEME. Content de vous revoir. J'ai une question par rapport, vous avez fait le tour sur les énergies renouvelables. Tout à l'heure, M. Faure nous a expliqué que 52% des bornes pour la mobilité électrique sont déployées auprès des entreprises. Est-ce que vous voyez peut-être le lien le plus direct entre la recherche avec des énergies renouvelables par le déploiement des PV, des installations photovoltaïques auprès des entreprises? Vous avez entendu, monsieur Jean-Louis Bal, la question? Très bien. Si vous pouvez me répéter la question en la résumant. Alors, c'était une sorte de raisonnement parallèle entre l'importance des bornes donc, installées en entreprise et ce qu'il faudrait faire effectivement sur le photovoltaïque, c'est-à-dire pour dynamiser effectivement l'installation donc, des installations de panneaux photovoltaïques. Alors, dans les entreprises ou bien entendu, ou ailleurs, auprès d'autres acteurs. Donc, quid en fait peut-être des aides ou d'une politique incitative compte tenu des enjeux extrêmement importants pour lesquels on est, on va dire, sous-capacitaire par rapport aux prévisions actuelles, puisqu'il y en a grosso modo qu'un quart installé par rapport à ce qui devrait l'être. Est-ce qu'il y a effectivement des voies de dynamisation finalement de ce marché de PV? Les entreprises ont un rôle très important à jouer donc, dans le développement des renouvelables, pas seulement le photovoltaïque. Il y a des éléments nouveaux qui apparaissent aujourd'hui. Le développement actuel est fait par les appels d'offres lancés par l'État, avec soit des obligations d'achat par le délai d'obligation d'achat, soit avec un mode complément de rémunération en plus du prix de marché. Le principal vecteur de développement aujourd'hui de l'éolien et du solaire. Ce que l'on voit apparaître, c'est deux phénomènes. D'abord, ce qu'on appelle l'autoconsommation. Donc un consommateur éventuellement industriel, commercial, mais aussi des particuliers, installe du photovoltaïque sur leur bâtiment et que cette énergie photovoltaïque sert à alimenter notre consommation en priorité et ne les renvoyer sur le réseau que les excédents.
Ça peut donc servir notamment à limiter des consommations de véhicules électriques. Ça peut servir à alimenter des centres commerciaux, etc. Donc ça, c'est un premier mode où ce sont directement les entreprises qui s'impliquent. Et puis, quelque chose de totalement nouveau qui est en train d'arriver depuis peu sur le marché français, mais qui existe déjà dans d'autres pays où l'électricité est plus chère que chez nous. PPA, donc les Power Purchase Agreement, donc les contrats qui sont passés directement entre une entreprise consommatrice et un producteur d'énergie renouvelable. Et c'est rendu possible par les progrès d'activité du solaire photovoltaïque. Là, j'ai parlé tout à l'heure de coûts du mégawattheure qui sont de l'ordre de 55 €. Lorsque l'on s'affranchit du carcan des appels d'offres, on peut atteindre des prix encore plus bas et garantir un approvisionnement en électricité renouvelable compétitive sur le long terme. Donc il y a plusieurs contrats qui ont été passés entre des producteurs et des consommateurs comme Orange, comme la SNCF, comme le boulanger, etc. Il y a Aéroport de Paris, etc. Il y a donc un mouvement nouveau qui est en train de se mettre en place et on peut imaginer que dans un futur terme, on pourra encore fortement développer ce type de marché du photovoltaïque. Mais également pour l'éolien, ça se passe actuellement de cette façon-là sur les parcs en fin de vie, en fin de contrat avec EDF, et qui sont obligés donc maintenant de commercialiser sur le marché de l'électricité. Et une des voies de commercialisation, c'est ce type de contrat directement donc, et un consommateur. J'espère que j'ai répondu à la question, en tout cas de ce que j'ai compris de la question. Oui, je vous remercie. On prend une dernière question. S'il n'y en a pas, on passe. On a pris un petit peu de retard, mais c'était intéressant, donc on vous remercie. Donc je pense effectivement qu'on peut vous remercier, Jean-Louis Bal. Donc on vous applaudit.